Salut les apprentis sorciers! Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans la ville de Noël. Ben ouais, après un épisode capitalisant sur Halloween et un autre sur le nouveau jeu Pokémon, fallait bien que j'en fasse un qui capitaliserait sur Noël. Comme tout le monde. Et allez, c'est reparti. Non mais c'est vrai, en cette période de désastre écologique et de montée des prix sans fin, quelle merveilleuse idée de participer à une célébration religieuse des dépenses monstrueuses, de la charité hypocrite et de la déforestation de sapins à grande échelle. Tipeee, on est une émission de dessin, on fait pas de politique. Tout est politique à différents degrés. Et ben pour le moment, t'es gentil, tu Mais laisses la politique non, à sa place au repas de famille. Désolée pour le dérangement. En effet, comme à chaque fois, l'année se termine sur des notes plus ou moins amères et nous laisse sur un futur incertain, mais tout aussi doux amer. Et pour éviter de trop y penser, on préfère se perdre dans nos repas, nos cadeaux et bien évidemment nos programmes de Noël. J'aurais pu parler une énième fois d'un chant de Noël et de ses innombrables adaptations, mais comme l'a dit Bart, Les scénaristes de télé l'ont exploité jusqu'à la corde. Corrige ton attitude, Steven Urkel. Tu t'es aliéné l'amour de tous ceux qui te chérissaient. Moi, j'ai fait ça. Au rapport, Monsieur Solo. Capitaine, on a devant nous une sorte d'esprit venu d'une fête du passé. Monsieur Scott, lancez les torpilles à photons. C'est inutile, capitaine. Il montre ce que je serai dans l'avenir. Je suis gros, c'est affreux. J'ai dit feu. Ce dernier épisode a pas l'air mal. donc je doute de pouvoir ajouter grand chose. Du coup, je vais plutôt parler d'une autre histoire très adaptée qui remplit encore des tiroirs caisses pour une raison qui m'échappe, la Reine des Neiges. Avant de devenir la troisième plus importante vache à lait de l'écurie Disney après sa propre suite et le remake du Roi Lion, La Reine des Neiges était un conte de Hans Christian Andersen, publié dans son recueil Nouveaux Contes en 1844. Et comme pas mal de contes du copain Hans, on passe de tableau en tableau sans avoir beaucoup de liens avec les autres, teinté d'un humour assez moderne pour l'époque et le genre du merveilleux, d'une obsession pour les critiques et d'un sous-texte religieux pas très subtil. Petit rappel, l'histoire commence sur le diable qui façonne un miroir qui déforme tout ce qui s'y reflète. Ainsi, tout ce qui est bon et juste devient laid et mauvais dans le miroir. Histoire de bien rigoler, il envoie des démons porter le miroir jusqu'au ciel pour voir à quel point Dieu est horrible. Sauf que le patron d'en haut n'apprécie pas trop la blague, foudroie le miroir et le brise en une infinité de minuscules éclats perdus aux 80. Deux de ces éclats se plantent dans l'œil et le cœur d'un petit garçon nommé Kai. Celui-ci devient alors un être froid, gratuitement méchant et aveugle à la beauté du monde, ne voyant la perfection que dans les mathématiques et les flocons. Il se fait alors emporter dans le palais de la Reine des Neiges, seul autre être sur Terre aussi glacial que Kai, le temps que son cœur soit complètement gelé. Ça plaît pas des masses à Gerda, la sœur / voisine / amoureuse de Kai, qui se lance alors dans un périple alambiqué pour le retrouver. Et quand je dis alambiqué, j'entends descendre la rivière jusque chez une jardinière qui veut faire de Gerda sa nouvelle fleur, s'évader pour rencontrer deux corneilles qui la dirigent vers un prince et une princesse qui la laissent partir avec leur carrosse en or, se faire attaquer par des brigands dont une jeune fille qui l'empêche de se faire tuer, bien pleurer son amour pour son blondinet pour attendrir la dite jeune fille et partir en Laponie, rencontrer une Laponne random qui l'envoie porter un message chez une Finnoise, et enfin seulement obtenir des indications précises sur comment trouver le palais de la Reine des Neiges. Sur place, elle retrouve enfin son Kai occupé à faire des puzzles de glace, la Reine des Neiges étant partie blanchir des volcans en Italie. Gerda pleure dans les bras de Kai, ce qui permet de réchauffer le cœur du blondinet et de déloger les deux éclats de miroir dans son corps. Enfin réunis, les amoureux font un dernier tour des personnages rencontrés et rentrent enfin chez eux. TEBQFB, tout est bien qui finit bien. Ouais, ça fait beaucoup de détours pour au final sauver un DED. Damoiselle en détresse. Faut dire qu'Andersen avait l'habitude de détourner les structures traditionnelles des contes, où toute action entraîne une réaction et où on n'a pas vraiment le temps de s'attarder sur les détails. Du coup, contrairement à d'autres contes, les adaptations n'ont pas trop à en faire pour rajouter des péripéties. Faut juste trouver un moyen de connecter le schmilblick au grand ordre des choses. Ou alors on se la joue Disney et on fait sa propre tambouille qui n'a pratiquement plus rien à voir avec le conte originel. Tout ça pour dire, même si le conte n'a pas grand chose à voir avec Noël, impossible de le détacher de la saison. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'y attaquer pour cette fin d'année. Voici donc comment je réécrirai 3 personnages de la Reine des Neiges. À nos marques. Prêts ? Dessinons. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, Gerda n'est pas une protagoniste si active que ça. Pour rappel, un protagoniste est défini comme un personnage qui fait des choix, qui choisit de partir à l'aventure. Or, c'est purement par hasard que la barque de Gerda se fait emporter par la rivière jusque chez la jardinière. C'est encore par hasard qu'elle rencontre les corneilles, puis le prince et la princesse. Toujours par hasard qu'elle se fait attaquer par des brigands en chemin.
Le hasard fait qu'elle rencontre un renne qui peut l'emmener en Laponie, et il va même jusqu'à faire que la Reine des Neiges soit partie au loin pile poil à temps pour débarquer, libérer Kai de sa glaciation et se barrer avec lui pépère. En résumé, notre héroïne est ballottée de partout par des personnages qui tentent à plusieurs reprises de faire partir l'histoire sur autre chose, façon les 1001 nuits. Ainsi, la Gerda originelle est avant tout un personnage témoin, qui s'efface pour laisser la vedette au monde dépeint. Elle est aussi une figure de la dévotion, de par son obsession de retrouver son Kai et l'aspect chrétien qui se dégage de la narration. Non sérieux, il y a un passage où elle prie tellement que son souffle fait apparaître des angelots qui bloquent suffisamment la tempête pour lui permettre d'avancer tranquille. Je crois que la subtilité s'est perdue quelque part entre le château des Corneilles et la Finlande. Par conséquent, la majorité des adaptations feront de Gerda une héroïne plus proactive qui choisit de partir à la recherche de son blondinet, récupère des informations au compte-gouttes à chaque étape et va parfois jusqu'à affronter la Reine des Neiges armée d'un artefact magique quelconque en plus du pouvoir de l'amour et de la foi. Les deux partis pris peuvent avoir du bon. Créer un monde imaginaire, simple ou complexe, prend du temps, a fortiori s'il y a énormément de différences avec notre réalité. Donc avoir un protagoniste plus effacé peut aider à l'immersion et à la compréhension de l'univers. C'est plus ou moins l'idée dans Alice au Pays des Merveilles et Le Magicien d'Oz. L'héroïne est importante, mais moins que les paysages qu'elle traverse. Par contre, si on veut parler de relations entre les personnages, alors il est nécessaire de s'attarder sur eux, leur passé, leur personnalité et le reste. Par conséquent, ça nous laisse moins de temps pour contempler l'univers inventé pour l'histoire. J'aime à croire qu'il existe malgré tout une sorte d'entre-deux, où on peut très bien créer un personnage intéressant qui fait le choix de partir à l'aventure tout en développant un univers bien construit qui nous immerge dans son fonctionnement. Et c'est ce que je vais essayer de faire avec ma mouture de Gerda. C'est parti! Ça m'a un peu surprise quand je l'ai remarqué, mais la plupart des adaptations que je connais ont tendance à retirer les origines danoises du conte pour les replacer en Norvège ou même en Russie. J'imagine que c'est plus simple pour la mise en scène du voyage de Gerda, surtout pour les adaptations live. Du coup, au départ, je voulais baser le style de ma Gerda sur des robes un peu plus traditionnelles, mais comme j'ai décidé de la montrer prête à son voyage, il va falloir l'emmitoufler dans des vêtements bien chauds et lui donner un sac pour la route. Comme dans le conte et certaines adaptations / illustrations, j'en fais une petite blonde aux yeux clairs, mais comme j'ai envie d'en faire un garçon manqué, elle aura des fourches et quelques taches sur ses bottes. Ce qui me donne l'occasion de parler de ma réécriture du personnage et de l'histoire. Désolé les puristes, mais je dois vous annoncer que j'ai pris la lourde décision de modifier la trame de l'histoire. Gerda sera une jeune fille un peu aventureuse, mais qui n'a jamais vraiment quitté sa petite ville. Jusqu'au jour où son petit frère Kai se fait enlever sous ses yeux par la Reine des Neiges. Cette dernière lui propose alors un défi. Gerda aura 1 semaine pour atteindre le palais de glace au centre d'un immense labyrinthe dans le Grand Nord. Si elle y arrive, la reine relâchera Kai et ils pourront repartir chez eux sains et saufs. Si elle n'y arrive pas avant le coucher du soleil du 7e jour, Kai et Gerda deviendront tous les deux des statues de glace et rejoindront la collection des victimes de la reine. Gerda n'est peut-être pas très forte ni très réfléchie, mais elle ne manque ni de courage ni de détermination, et fera tout ce qu'il faudra pour sauver son frère avant le 7e jour. Je sais que ça peut paraître bizarre de parler d'un personnage aussi secondaire plutôt que de Kai qui est tout de même l'objectif de Gerda, mais à part appuyer la pique envers les cyniques, il n'apporte pas tant que ça au grand ordre des choses. Et puis c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Pour en revenir à nos flocons, cette gosse est la fille de la chef des brigands qui attaque le carrosse offert un peu plus tôt à Gerda. Elle empêche ses compères de tuer / bouffer la blondinette et décide de la garder prisonnière avec d'autres animaux capturés. Gerda passe donc la nuit sous la menace d'un couteau à raconter ses malheurs et sa dévotion envers son amoureux. Les oiseaux et le renne lui annoncent alors avoir vu la Reine des Neiges emporter Kai en Laponie et Gerda demande alors à pouvoir continuer sa quête. Après moult supplications, la brigande accepte de laisser partir sa prisonnière et son renne avec des vêtements bien chauds et assez de vivres pour tenir jusqu'en Laponie. Elle revient à la fin de l'histoire pour annoncer quelques nouvelles d'autres personnages à Gerda et Kai, puis part en voyage en promettant qu'elle viendra leur rendre visite dans leur ville. Quand je lisais l'histoire retranscrite dans mon vieux recueil,
La fille des brigands était toujours la figurante dont je me souvenais le plus, bien au-delà de la jardinière possessive ou des deux corneilles vantardes. J'ai jamais vraiment compris pourquoi, jusqu'à ce que je m'attarde davantage sur le conte pour cette vidéo. Je crois que ce qui me plaît vraiment chez cette fille, c'est tout simplement qu'elle me paraît plus crédible que Kai en termes de cruauté. Une fois maudit par le miroir, Kai devient un reflet déformé des critiques à cause de l'obsession d'Andersen pour obtenir la reconnaissance de ses pairs. Il devient aussi une énième incarnation de la soi-disant supériorité de la foi sur la science, thème qui a tendance à m'agacer. A contrario, la fille des brigands est cruelle parce qu'elle a grandi dans un environnement où il faut piller, tuer, voire manger des gens pour survivre, et où le seul moyen d'avoir de la compagnie, c'est de garder des prisonniers. Mais comme elle le démontre en libérant Gerda et ses animaux, elle n'est pas complètement dénuée de compassion, et il est facile de comprendre qu'elle agit dans une sorte d'amour perverti et tordu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les actes de cette fille et des brigands restent épouvantables et condamnables, que ce soit le vol, le meurtre, le kidnapping ou la maltraitance animale. Merci de votre attention. Voyons donc comment je pourrais inclure ce personnage que j'aime tant dans ma réécriture de l'histoire. En tant qu'enfant de brigand et brigande elle-même, cette jeune fille sera aussi adroite avec les armes qu'avec ses poings, même si je me doute que voir une arme à feu entre les mains d'une gosse fera parler les ménagères. Ou pas, vu la philosophie de certains grands tarés. Quoi qu'il en soit, elle doit porter des vêtements pratiques pour participer aux raids de sa famille sur des passants innocents. Ce qui fait que beaucoup de personnages la prendront pour un garçon au départ, et elle sera trop occupée à les détrousser pour perdre son temps à les corriger. Pour ce qui est de son rôle dans le récit, cette voleuse est entrée dans le labyrinthe de la Reine des Neiges afin de retrouver sa mère et de réunir leur ancienne troupe de brigands. Sur place, elle rencontre une certaine blondinette du nom de Gerda, qui parcourt aussi le labyrinthe pour sauver son frère. Ayant la même échéance, elle décide à plus ou moins contre-cœur de faire du chemin ensemble jusqu'à retrouver leurs proches. Sauf que la voleuse n'est pas vraiment coopérante et a tendance à un peu trop jouer de son couteau pour asseoir son autorité. Reste à savoir si les épreuves du labyrinthe les aideront à se rapprocher. Ce qui me fait penser qu'il faudrait peut-être que je lui donne un nom à un moment donné. Un nom simple, assez unisexe, mais toujours lié aux racines danoises du conte. Va pour Luca. Pour un personnage dont le nom constitue le titre, la Reine des Neiges n'est pas tant présente que ça dans le conte. Elle débarque en ville par une nuit de tempête, Kai attache son traîneau au sien, la reine récupère le marmot et l'emporte dans son palais où il perd peu à peu la mémoire de Gerda, de ses sentiments humains, de comment désactiver le contrôle parental et du reste. Puis elle lui propose de lui rendre son humanité s'il arrive à rassembler assez de fragments de glace pour constituer le mot éternité pendant qu'elle s'en ira enneiger le Vésuve et l'Etna. Et c'est une fin de tournage pour la Reine des Neiges, merci à Sa Majesté de sa participation au projet. Cette fin anticlimatique en a frustré tellement que pratiquement toutes les adaptations mettent en scène une forme de confrontation entre elle et Gerda. Parce qu'après toutes ces galères qu'on a dû affronter avec la blondinette, on a bien droit à notre combat final. Le truc, c'est que la reine du conte est plus qu'un personnage, elle est une force de la nature. L'incarnation de l'hiver qui passe emporte certaines choses, mais finit toujours par céder sa place au printemps et à sa douceur. Par conséquent, elle ne saurait être vaincue comme le serait un méchant de base. Du coup, la plupart des adaptations du conte, pour ne pas dire toutes, la réécrivent en lui donnant des origines tragiques, ou encore un besoin d'amour qui serait la seule chose pouvant la rendre humaine, et par là même en faire une gentille. La version Disney ira même le plus loin en faisant d'elle la sœur de l'héroïne, chose qui à ma connaissance n'avait pas été faite avant ni refaite après. D'ailleurs, vous saviez qu'ils avaient l'idée d'une adaptation de la Reine des Neiges depuis les années 30 ? Mais il ne restera de cette idée que des croquis préparatoires pour une attraction qui ne verra jamais le jour. Peut-être que Disneyland Paris la recyclera pour le Land Arendelle. La sortie de La Petite Sirène en 86 ramènera le projet Reine des Neiges sur le tapis, et de nombreux concepts verront le jour au fil des réécritures du scénario. Si les premières ébauches gardaient l'idée d'une Reine des Neiges méchante façon Maléfique puis Ursula, elle avait également été écrite comme une anti-héroïne colérique qui cherchait à échapper à une prophétie faisant d'elle un fléau qui détruira Arendelle. Au final, il a été décidé d'en faire une jeune femme terrifiée par ses propres capacités, mais qui apprendra à en tirer le meilleur parti grâce à ses liens avec ses proches. Ainsi naquit Elsa, jouée par Idina Menzel en anglais et Anaïs Delva en français. Le froid
toi est pour moi le prix de la liberté. J'ai beau aimer l'évolution psychologique d'Elsa, les méchants Disney me manquent quand même beaucoup. Et puis, j'aurais bien aimé voir comment le film l'aurait fait évoluer jusqu'à la rédemption. Peut-être un truc à la Long John Silver en moins ambigu. Voyons donc si je pourrais faire quelque chose dans le même style. J'ai souvent vu des représentations de la Reine des Neiges habillée d'un manteau de fourrure, et je comprends la logique, c'est un vêtement qui évoque la froideur, tout en offrant une forme de chaleur qui peut aider à piéger ses victimes. Mais je me suis souvent dit qu'en tant qu'incarnation de l'hiver, elle ne devrait pas pouvoir sentir le froid, ça devrait être son état naturel. Mais après, faut pas mettre trop de logique dans les contes, sinon on finit avec un énième remake live Disney. Pour ses accessoires et en partie sa tenue, je me suis pas mal inspirée des concepts créés à l'époque où la Reine des Neiges devait être la méchante du film. D'où l'intérêt de la couronne en forme de flocon et la robe tirée d'un des très rares modèles 3D de Dark Elsa datant d'avant les dernières réécritures. Et en signe d'élégance, je lui ai offert une longue cape fourrée de fourrure blanche et un sceptre. Quant au bas de sa robe, je l'imagine se fondre dans la classe qui se forme à chacun de ses pas. En termes de caractère, je voudrais qu'elle soit un mélange entre la classe infinie de Maléfique et le sarcasme cassant d'Eris dans Sinbad, la légende des 7 mers. En effet, ma mouture de la Reine des Neiges est une entité extrêmement ancienne, l'hiver personnifié. Sauf qu'au bout de quelques millénaires, apporter la neige et la glace partout où elle passe devient une routine des plus barbantes. Donc, pour se distraire, elle a créé un labyrinthe autour de son palais dans le Grand Nord. Quand elle se sent, elle enlève des gens ou vole des trésors à des kidams et les met au défi de venir les chercher chez elle d'ici à un certain moment. Ça change en fonction de son humeur. Mais si les 10 kidams n'arrivent pas à temps, elle change tout le monde en statue de glace qu'elle expose ensuite dans les alentours. Et jusqu'à présent, elle n'a jamais perdu son défi. À ses yeux, tout ce qui peut lui permettre de tromper son ennui est bon à prendre. Et elle a bien l'impression que cette fillette à la recherche de son petit frère est bien partie pour la distraire un moment. Dans un sens, on peut dire que j'ai pris la voie Disneyenne pour ma réécriture de la Reine des Neiges. Et ouais, j'invente des mots, qu'est-ce que tu vas faire? Comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement un mal. Toute adaptation est une trahison à différents degrés, même quand il s'agit d'un simple travail de traduction. De plus, tous les narrateurs n'ont pas les mêmes intentions en racontant telle ou telle histoire. En écrivant La Reine des Neiges, je pense qu'Andersen voulait raconter une histoire d'amour, de rédemption et de hasard selon ses propres convictions très imprégnées par la foi. Parce que oui, Gerda et Kai sont des enfants au sens chrétien du terme. Ils sont bons, innocents et purs, jusqu'à ce que l'éclat du miroir dans l'œil de Kai lui donne la connaissance du mauvais aspect de toute chose. Puis la passion, incarnée par la Reine des Neiges, tente de les séparer et d'empêcher Kai d'accéder au monde spirituel en le poussant à ne se concentrer que sur des choses purement matérielles, comme les sciences. Mais le hasard et la dévotion absolue dont Gerda fait preuve parviennent à la guider jusqu'à lui et à le ramener sur le droit chemin. Et à la fin, tous deux peuvent enfin vivre leur amour selon les principes du bon Dieu. Ah oui, j'ai pas précisé dans mon résumé, mais Kai et Gerda grandissent au cours de leur voyage retour et ils sont devenus adultes une fois rentrés à la maison. C'est un récit très imprégné par la foi dans sa langue originelle. Mais il a peu à peu perdu de cet aspect quand il a commencé à être traduit et exporté à l'étranger. Et c'est pour cette raison qu'on retrouve cet aspect assez rarement dans les adaptations audiovisuelles au profit de légendes de peuples scandinaves ou d'une magie non identifiée. Le fameux miroir du diable qui lance l'intrigue devient souvent un artefact appartenant à la Reine des Neiges qui doit alors compter sur un Kai maudit pour le reconstituer. Voire on ne s'embarrasse pas de ces histoires de miroirs, de religion et de rencontres hasardeuses et on se concentre sur d'autres aspects du récit. L'essentiel est d'être honnête envers quelle thématique on veut explorer et d'avoir le minimum de décence de ne pas tenter d'effacer l'œuvre d'origine.
Mais découvrir une œuvre par une adaptation n'est pas non plus une tare, ça multiplie les expériences de vie et les points de vue qu'on peut apporter sur l'histoire. Au final, que ce soit par le prisme de la guerre froide, du minimalisme auteuriste ou de l'ambition tout public, La Reine des Neiges a encore de longs jours devant elle pour mettre les misanthropes en couche-culotte au défi de reconstituer un puzzle de glace. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires. J'annonce également que je vais prendre une petite pause pour mettre un peu d'ordre dans mes affaires personnelles, donc il risque de ne pas y avoir d'épisode pour janvier, désolé pour celles et ceux qui en seraient déçus. Et après m'être bien assuré que le dragon était bien dans son enclos, je peux sereinement vous souhaiter de bonnes fêtes et que cette nouvelle année vous apporte plein de bonnes choses. À la prochaine tout le monde! J'ai mon moitié primo free, 4 jolis selles, 3 lames grises 2 escaliers. et un scalami pendu au sapin. Vas-y, chante, Le carcasse. 5e jour des 12 péris, j'ai mon moitié primo free, 5 enculés. C'est fantastique. 4 jolies sèches. 3 lames grises 2 escaliers. et un scalami